Bonsoir Thomas Sauvadet. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste de la délinquance juvénile. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris-Est Créteil et vous avez publié, entre autres, Pirates du bitume, qu'on voit là. Ils ont entre 13 et 17 ans, s'entretuent très souvent. 3 jeunes sont morts dans des affrontements de bandes la semaine dernière. Un photojournaliste à Reims est entre la vie et la mort alors qu'il couvrait un reportage hier. Pour stopper cette ultra-violence, 3 ministres se sont réunis aujourd'hui avec des préfets. On a le sentiment qu'on franchit une étape justement dans la violence. Est-ce qu'il y a urgence ? Oui, je pense qu'il y a urgence et je pense que le confinement et le stress, les frustrations liées au confinement a aggravé la situation et explique en partie la multiplication des affaires récentes. Mais ça fait à peu près une vingtaine d'années que les bandes de jeunes, dans beaucoup de quartiers populaires et notamment les quartiers de la politique de la ville, ont pris une importance démesurée dans la vie sociale de ces quartiers. Et donc je pense qu'il y a urgence, oui, effectivement, à les remettre à leur place et à ce que la vie sociale dans ces quartiers puisse reprendre tous ses droits. Parce que ça tue le vivre ensemble, c'est ça ? Oui, ça tue le vivre ensemble. Beaucoup d'adolescents, d'enfants, d'adultes évitent l'espace public parce qu'il y a des bandes, parce qu'il y a des propos, parce qu'il y a des comportements. J'avais un éducateur qui me disait récemment, alors c'est un éducateur de la prévention spécialisée, c'est quand même quelqu'un qui travaille avec les bandes de jeunes, et qui me disait qu'il amenait plus sa fille dans une aire de jeu pour enfants parce qu'il y avait un spot de deal qui n'était pas très loin et qu'il y avait des bagarres et que sa fille lui posait des questions, à savoir pourquoi le monsieur tape l'autre monsieur. Donc maintenant, il joue aux jeux vidéo chez lui. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est censé quand même savoir appréhender ces problèmes et qui préfère le repli sur l'espace privé, qui abandonne l'espace public. Et justement, des luttes de territoire, ça fait partie peut-être des mobiles de ces bandes, enfin vous allez nous le dire. Je n'ai pas l'impression non plus que ce soit totalement nouveau. Si on remonte il y a bien longtemps, on parlait des blousons noirs, on l'a vu dans West Side Story. Ces phénomènes de bandes-là existent ? Oui, alors le contrôle du territoire, ça va être davantage de manière sérieuse. Ça va être davantage par rapport aux vieilles bandes avec des vieux jeunes qui sont des bandes qui se transforment en réseau de trafic. Et des vieux jeunes, vous voulez dire des anciens jeunes qui ont, c'est ça, vieilli, mais qui restent dans la délinquance. Exactement, avec la précarité du travail, la saturation du marché du logement. Ils continuent de vivre chez papa-maman et en attendant, ils font leur petit trafic, ils continuent leur mode de vie adolescent dans la rue. Ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, parfois même 35 ans et ils offrent une sorte de modèle, de référence pour les plus jeunes. Donc, ce qui explique aussi une sorte d'accélération au niveau des carrières délinquantes des préadolescents et des adolescents qui ont ce modèle-là qui n'existait pas à l'époque des blousons noirs, où il n'y avait pas de trafic de stupéfiants, où il y avait le plein emploi et où il n'y avait pas de vieux jeunes et il n'y avait pas de vieilles bandes. Alors là, en tout cas, on voit effectivement des bandes qui rajeunissent avec des enfants, des ados de plus en plus jeunes. Je voulais qu'on écoute ensemble le témoignage très exceptionnel d'un enfant de 13 ans et demi qui vit dans l'Essonne et qui tente d'expliquer pourquoi il a pris l'habitude d'en découdre. Écoutez-le. Vous voyez, dans un club de foot, il y a le plus fort du terrain et c'est lui qu'on regarde, c'est lui qu'on aime, c'est lui que les filles elles aiment, avec qui elles traînent, etc. Et dans les quartiers, c'est la même chose. Si tu fais pas ça, tu seras une merde, ça sert à rien que tu sois là. Il faut savoir se défendre. Et par exemple, des fois, il faut prouver. C'est nul, mais des fois, il faut prouver. Par exemple, il faut se battre contre on va dire des têtes de quartier, les gens qui se battent le mieux. Des fois, il faut se battre contre eux pour prouver qu'on ne se laisse pas faire. Plus pour montrer qu'on est viril aussi. Il a 13 ans et demi et il parle finalement de ces rixes entre jeunes comme d'un passage obligé, comme pour faire sa place finalement. Alors c'est un passage obligé, mais seulement pour une petite minorité en fait des garçons, des jeunes hommes dans ces quartiers, notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Selon mes enquêtes, on est à peu près à 10% des jeunes de moins de 30 ans de sexe masculin. Donc c'est une petite minorité, mais c'est la minorité qui est visible, qui est dans l'espace public. Et il y a en fait une immense majorité, 99% des filles et 90% des garçons, qui sont en fait des invisibles, qu'on ne voit pas dans la rue. Et donc on a un jeune de 13 ans qui dit « dans le quartier c'est comme ça », puisqu'en fait il se réfère à ce qu'il voit dans la rue, dans l'espace public. Et ce qu'il vit. Et ce qu'il vit. Mais il ne voit pas cette majorité en fait, de la jeunesse de ces quartiers-là qui se tient à distance des bandes, qui parfois est plus ou moins fascinée
par les bandes, par le mode de vie des bandes, et une autre partie manifeste une hostilité en fait par rapport à ces bandes. Et leur principale conduite à risque, c'est l'épuisement au travail. C'est-à-dire qu'on a vraiment un clivage en fait dans la jeunesse de ces quartiers. On a une grosse majorité de la jeunesse, notamment des filles et aussi quelques garçons, ils sont quand même assez nombreux, qui sont en fait très sérieux. Très très sérieux, qui sont à l'opposé de ces bagarres, consommation de drogue, bandes, etc. Et on a une petite minorité qui est dans la rue, qui est dans les bandes, et qui est souvent présentée en fait comme la majorité par des travailleurs sociaux, par des élus locaux. C'est aussi amplifié probablement par les réseaux sociaux, qui donnent aussi une sorte d'écho très important. Oui, les réseaux sociaux et puis aussi l'industrie du show business. C'est-à-dire la culture des gangs, de ce qu'on voit dans les clips, culture des gangs, dans les films. Culture des gangs, c'est par rapport aux États-Unis d'Amérique. Culture des bandes en France qui s'inspire de cette culture des gangs américains. Et notamment si on prend le gangsta rap ou même si on prend le rap en général, beaucoup de rappeurs qui viennent de cette minorité des bandes présentent cette minorité des bandes comme étant représentative de la jeunesse de l'immigration, des banlieues, des quartiers populaires. Il y a quand même eu plus de 350 affrontements, une jeune fille qui est morte la semaine dernière également. Oui. Si on prend à peu près 10% sur ces quartiers-là, ça nous fait plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de jeunes concernés à l'échelle de l'Île-de-France. Donc ça reste quand même des volumes importants si on prend une échelle comme l'Île-de-France ou comme la France. Mais en volume global, ça reste une minorité. Avec peut-être des chiffres sous-évalués. En tout cas, c'est une des questions aussi que vous posez. Alors comment lutter contre ces phénomènes? Donc le ministre de l'Éducation, de l'Intérieur, de la Justice ont rencontré également les préfets aujourd'hui pour tenter de mettre en œuvre un plan et notamment un plan départemental de repérage, d'accompagnement et de sensibilisation. Vous dites que la sensibilisation, la prévention, c'est pas la priorité. Alors c'est quoi? Dans beaucoup de quartiers, notamment les quartiers de la politique de la ville, notamment en Île-de-France ou dans beaucoup de métropoles, on a des noyaux durs, des organisations délinquantes, voire criminelles. Et c'est difficile de faire de l'éducation, de la prévention, de la médiation lorsque ces organisations sont implantées et font plus ou moins la pluie et le beau temps. Donc il s'agit d'une cinquantaine de personnes, des fois d'une petite dizaine de familles. Et tant que ces familles, et tant que ces fratries, et tant que ces... Font du trafic de drogue. Font du trafic, imposent quelque part. C'est-à-dire que quand vous venez faire de l'éducation, quand vous venez faire de la médiation dans le quartier, il y a tout un tas de conditions qui sont posées. Il ne faut pas déranger ces organisations, il ne faut pas communiquer des informations susceptibles de leur nuire. On est plus ou moins obligé de discuter avec ces organisations pour pouvoir travailler dans le quartier. Et les préadolescents, les adolescents voient... Alors comment on fait du coup? Comment est-ce qu'on encadre? Alors il y a notamment... la question du trafic de stupéfiants qui est une question fondamentale. On a des débats actuellement sur la question de la légalisation. Est-ce que ça va reporter sur d'autres trafics ou pas? On a la question aussi... Le rôle des parents aussi. La question judiciaire aussi, c'est-à-dire qu'il y a le travail de police, il y a le travail de justice. Pour faire en sorte que les organisations dans certains quartiers ne soient plus opérantes et qu'on puisse revenir avec du travail éducatif, du travail de médiation. Merci Thomas Sauvadet, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre « Pirates du bitume ». Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission intitulée ce soir « Confinement, les scientifiques alertent, Macron persiste ». Bonne émission à vous.